Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être chez Yann, un passionné d'histoire du siècle de Louis XIV. Bonjour Yann. Bonjour. Alors tout d'abord, on va vous présenter un petit peu d'où est venue cette passion pour vous de Nicolas de Catinat et cette passion historique. Alors, quand vous êtes à Mont-Dauphin, ici, dans cette place forte du roi, qui date de 1693, Catinat est un peu incontournable, parce que non seulement vous avez une crête au-dessus de la place forte qui s'appelle Catinat, qui porte son nom, qui a été d'ailleurs baptisée Catinat, crête de Catinat, en l'honneur de ce serviteur du roi qui a été fait maréchal en 1693 et qui est en réalité à l'origine de Mont-Dauphin. On parle souvent de Vauban à Mont-Dauphin, mais celui qui est vraiment à l'origine de la place forte, qui a dit à Vauban il faut construire une place forte ici, c'était Catinat. Tout simplement parce que Catinat, il connaissait parfaitement la région. Il a été gouverneur ici dans la région du Dauphiné. Il connaissait parfaitement tous les sommets, les lieux de passage, les lieux de franchissement. Et de ce fait-là, il a pu conseiller Vauban lorsqu'il a été dépêché par le roi en 1692 pour envisager la construction d'une place forte ici. Et justement, vous présentez une collection d'objets historiques. On va les présenter brièvement. Et à quoi ils ont servi? Alors oui, effectivement, habitant ici à Mont-Dauphin, je me suis aperçu qu'en fin de compte, cet homme, Nicolas de Catinat, grand serviteur du roi, n'avait pas beaucoup de musées qui lui étaient consacrés. D'ailleurs, il n'y en avait pas. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de collectionner un peu quelques pièces historiques qui peuvent honorer et rappeler la mémoire de ce grand serviteur de l'État à l'époque de Louis XIV. Alors effectivement, il y a quelques portraits, il y a quelques statues de Catinat, j'ai quelques lettres aussi très intéressantes signées de sa main, notamment une lettre qui a été rédigée après la bataille de la Marsaille, où Catinat a été victorieux contre les Savoyards à l'époque, et une lettre un peu particulière puisqu'il fait le constat que 32 soldats ont été prisonniers par l'ennemi, entre guillemets, à l'époque, et que c'est à cause d'un autre officier de la garnison que ces soldats ont été pris. Voilà, donc il réprimande très fortement cet officier dans ce courrier, et il le signe, il assume véritablement ce courrier en le signant personnellement. Il faut savoir que Catinat, la particularité de cet homme, c'était un homme qui avait le souci des autres. Il était profondément humaniste et il était surnommé par ses soldats le père La Pensée. Tout simplement parce que son souci, c'était de penser une stratégie militaire pour défendre un territoire en essayant de préserver au maximum les soldats, qu'ils soient de son camp ou du camp adverse. Et l'objectif étant de protéger un territoire qui lui était confié. Et puis, Catinat aussi était caractérisé par une très très grande humilité. C'est pas un homme qui brillait, c'est pas un homme qui était courtisan du roi, mais c'était vraiment un homme qui avait le souci de servir discrètement et efficacement. D'ailleurs, il a fait toute sa vie, il ne s'est jamais marié, il n'a pas eu d'enfant, tout simplement parce qu'il considérait que s'il risquait de faire une veuve ou des orphelins, il préférait ne pas se marier pour servir le roi et servir l'État et le Dauphiné dans lequel il était investi. On va parler également des autres pièces. Oui, alors effectivement, outre cette lettre datée de 1693, nous avons aussi une quittance de trésorerie signée de Nicolas de Catinat qui authentifie que Nicolas de Catinat, qui était à l'époque en 1678 commandant de la cité de Dunkerque dans le Nord, eh bien, il reconnaît avoir reçu ses appointements pour les mois de novembre et décembre 1678, soit environ 2000 livres. Et donc c'est un document authentique qui est signé de la main même de Catinat, qui authentifie qu'il a bien reçu ces émoluments pour les 2 mois de novembre et décembre 1678. Alors ce qui est intéressant, c'est
c'est une quittance qui est faite sur un velin, c'est-à-dire une peau d'animal qui est tannée à l'époque, qui permettait de conserver longtemps ces documents authentiques. Et puis on a un portrait aussi de Nicolas de Catinat qui a été fait de son vivant. Alors c'est intéressant parce que c'est un portrait qui a été fait en 1697, donc c'est postérieurement à la réception de son bâton de maréchal qui a été fait par le roi en 1693. Donc on le voit en grande tenue, on le voit avec son bâton de maréchal, on le voit avec évidemment tous les attributs qui étaient dus à son rang et à ses fonctions. Et puis, si on continue sur le côté, on a aussi quelques ouvrages qui traitent de Nicolas de Catinat, puisqu'on a la chance d'avoir ses mémoires. Il a laissé de nombreux écrits qui ont été collectés par les descendants de ses neveux et qui ont permis de faire des mémoires en 3 tomes à la fin du XVIIIe siècle, qui viennent un peu rappeler toute la carrière militaire et la carrière diplomatique de ce grand serviteur de l'État. Avec aussi quelques ouvrages, alors cette fois-ci du XVIIIe siècle aussi et puis du XIXe siècle, car en effet Catinat a toujours été montré comme véritablement l'officier de Louis XIV qui excellait par son humanité et par son humilité. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était tellement rare, on va dire, que beaucoup de... comment dire, il était l'objet de beaucoup de concours de littérature, où on rapportait un peu la vie de tel ou tel personnage historique, et chacun devait un peu l'agrémenter avec son tempérament, en insistant sur tel ou tel trait de caractère. Et de ce fait-là, il était l'objet d'une grande recherche aussi de son côté. Et puis on a sur le côté, vous voyez ici une médaille qui... Le reproduisant ? Le reproduisant, effectivement. Alors c'est une médaille qui date de 1824, car là encore, à cette époque-là, on avait le souci de rappeler un peu à travers des médailles, à travers la frappe de différentes médailles, le rappel de grands serviteurs de l'État du XVIIe et du XVIIIe siècle. On a aussi là ce qu'on appelle un diorama. Vous avez des soldats, dans le fond vous avez Catinat, et dans le fond vous avez la place forte de Mont-Dauphin, qui est le rappel en fin de compte d'une petite scène animée avec des petits soldats de plomb qui témoignent de l'activité militaire de cet officier avec ses soldats, avec cette connivence qu'il y avait entre Catinat et les différents soldats qu'il a pu commander. Et puis sur le côté là vous avez aussi alors une lettre intéressante, surtout parce que vous avez le sceau de Catinat qui est encore conservé sur cette lettre, et puis une lettre qui est signée de la main même du maréchal de Catinat, donc signée le 20 novembre 1693 de sa main, après la bataille de la Marsaille qui avait eu lieu en octobre 1693. On a un autre document intéressant. Ici, c'est un document qui témoigne d'un épisode de la vie de Catinat. Il a été gouverneur de la ville et du fort de Luxembourg, donc au Luxembourg, en 1688. Et sur ce document, il laisse la possibilité à un soldat qui a bien servi l'État, eh bien, de pouvoir rentrer en France, de rentrer dans son pays. Il était polonais, et donc il rentre dans son pays après avoir bien servi en France. Et donc il lui donne un sauf-conduit qui lui permet de traverser les différents pays pour pouvoir rentrer tranquillement chez lui sans être inquiété après de bons et loyaux services. Et puis là on a un coffre à solde. Alors c'est pas directement en lien avec Catinat, mais il est intéressant parce que c'est un coffre qui permettait de conserver la solde des militaires avant la distribution. Et donc c'est un coffre qui a une double sécurité par une première porte, et puis une deuxième porte qui permettait d'ouvrir et de fermer le coffre en journée avec une ouverture et une fermeture, et puis la nuit il y avait la possibilité de fermer complètement le coffre, littéralement,
pour que le coffre puisse être en toute sécurité. C'était une pièce qui fait près de 100 kg, donc qui est intransportable, et donc une fois qu'il est fermé de cette manière-là, on ne peut plus du tout l'ouvrir. Et ces pièces-là étaient fabriquées à Nuremberg. C'était la particularité de cette ville qui avait l'habitude de fabriquer de telles pièces en métal aussi solides. Là, nous avons encore un portrait, un tableau, une huile sur toile de Nicolas de Catinat, donc. Alors là encore, il est représenté en maréchal, on a tous les attributs, il est en armure pour bien signifier que c'est un officier du roi qui est en campagne et pas simplement autour du roi comme courtisan. Un petit foulard à la française. Un petit foulard à la française, on est à la perruque habituelle, et puis évidemment il présente de manière conséquente à travers la prestance avec laquelle le peintre a voulu le représenter. Et puis dans la chambre d'hôte que nous proposons aussi pour les passionnés d'histoire, nous avons une autre représentation de Nicolas de Catinat. Cette fois-ci, vous l'avez avec bien sûr son bâton de maréchal qu'il tient à la main, et puis il désigne une ville. Il est en tenue de serviteur, avec l'écharpe de l'autorité, l'écharpe blanche qui ceint la taille, et il désigne une ville qui est la ville qu'il va prendre ou qu'il a réussi à prendre. C'est une manière pour le peintre de signifier l'autorité et en même temps la disponibilité de celui qui se présente devant nous, le grand serviteur du roi. Et puis on a aussi un tableau qui représente un déjeuner militaire où les militaires étaient aussi invités à stationner à l'entrée des places fortes pour y déjeuner tranquillement avant de peut-être envisager le siège de cette ville. Et puis on a aussi un tableau qui est la représentation, alors c'est une copie postérieure, mais la représentation du roi Louis XIV, car en effet, si Nicolas de Catinat a été ce qu'il a été, c'est aussi parce que Louis XIV lui a fait confiance et a accepté de choisir cet homme de petite noblesse, originaire du Perche, pour en faire un grand officier et un maréchal de France en 1693. Donc c'était une manière de faire un clin d'œil au roi Louis XIV, qui est quand même aussi à l'origine de cette place forte de Mont-Dauphin que nous avons la joie de faire découvrir aux gens qui viennent visiter la place forte. Une très chouette collection d'objets. On a même le masque de fer. Quel a été le rapport avec... on va parler brièvement de la vie de Nicolas de Catinat. Alors, effectivement, Nicolas de Catinat avait pour vocation de devenir un magistrat comme son père, qui était conseiller au Parlement de Paris. Et très rapidement, il a fait le choix des armes. Il a fait le choix de rentrer au service du roi, dans la maison du roi, au sein de la garde française, qui est un régiment prestigieux qui protégeait le roi. Et à l'occasion de la bataille de Lille, du siège de Lille en 1667, il a été blessé. Et il s'est fait remarquer par le roi, qui lui a donné une lieutenance. Et il a gravi les échelons au sein de ce régiment pour arriver ici en Dauphiné et être un peu celui qui gouvernait le Dauphiné pour le roi. Et au cours de sa carrière militaire, il y a eu un épisode très peu connu et pour autant très intéressant. Il était agent au secret du roi, c'est-à-dire un agent secret du roi, envoyé par le roi dans le Dauphiné, ici, avec pour perspective de prendre la citadelle de Casale, qui était en Piémont. Et pour prendre cette citadelle, il avait trouvé un stratagème de se faire enlever par Bénigne de Saint-Marc, donc là nous étions en 1679, et de se faire enlever par Bénigne de Saint-Marc, qui était le geôlier du masque de fer. Donc Bénigne de Saint-Marc l'a enlevé fictivement, et il l'a mis en prison à Pignerol, dans une cellule voisine du masque de fer, sous le nom de Richemont, pour qu'il puisse être proche de Casale, sans être décelé comme étant le gouverneur du Dauphiné qui allait prendre la citadelle de Casale. Donc c'était de manière anonyme qu'il était dans cette prison, lui emprisonné fictivement, à côté du masque de fer qui était lui effectivement emprisonné très réellement. Et pour une deuxième fois, en 1681, à une deuxième reprise, il a été emprisonné encore fictivement dans cette même citadelle de Pignerol, car en effet, la première fois en 1679, il n'avait pas pu prendre Casale.
après une péripétie, l'enlèvement d'un secrétaire d'État du duc de Mantoue, qui était Mattioli, et d'ailleurs dont on a cru qu'il était aussi le masque de fer, et donc il est revenu une deuxième fois en 1681 dans cette citadelle de Pignerol, à nouveau emprisonné à côté du masque de fer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des lettres qui sont échangées entre Catinat et Louvois, entre Louvois, qui était le ministre de la guerre de Louis XIV, et aussi Bénigne de Saint-Marc, le geôlier du masque de fer. Et dans ces lettres, on s'aperçoit qu'il y a une véritable amitié qui naît entre Catinat et Bénigne de Saint-Marc. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, ces deux hommes qui étaient au service du roi sont animés par cette amitié qui est forte d'une grande admiration de Bénigne de Saint-Marc pour son aîné, Catinat, qu'il voit un peu comme celui qui a réussi, celui qui est resté militaire, celui qui sert le roi avec abnégation, alors que Bénigne de Saint-Marc, lui, alors qu'il était mousquetaire, il était au service du roi avec d'Artagnan, et il est devenu geôlier, donc simplement celui qui garde un prisonnier, même si c'est un prisonnier de grand renom. Et donc, on a là deux hommes qui ont servi le roi avec beaucoup d'abnégation, chacun à leur place, et qui entretenaient donc des contacts épistolaires par des écrits, des lettres, qui étaient empreints d'admiration pour les uns et les autres. Si on veut venir découvrir cette chouette collection, on peut même venir dormir au logis du Maréchal. Oui, effectivement, on propose ici une autre expérience, au-delà de la découverte de quelques écrits, de quelques pièces historiques qui rappellent la mémoire de ce grand serviteur de l'État qui était Nicolas de Catinat. On propose aussi ici, à Mont-Dauphin, donc attaché au musée, une chambre d'hôte historique et atypique. C'est-à-dire une chambre qui est construite, dans une maison qui date du début du XVIIIe siècle, de 1709 exactement, qui avait pour vocation de loger les officiers du roi qui étaient en campagne ici à Mont-Dauphin. Car en effet, le pavillon des officiers, qui est construit à l'entrée de la place forte, était insuffisant pour loger l'ensemble des soldats, enfin des officiers. Et donc, il était demandé à des propriétaires privés de construire des maisons avec des logements pour loger les officiers. Et donc, dans cette maison où nous avons fait le petit musée, il y a à l'étage différentes chambres. Et l'une de ces chambres, alors cette fois-ci au rez-de-chaussée, est dédiée à Catinat. C'est une chambre d'officier en campagne qui est restituée un petit peu dans sa dimension historique, avec des meubles d'époque, avec une décoration d'époque. Mais je vous rassure, la literie est contemporaine et confortable, avec pareil un cabinet de toilette historique, avec des parties un peu des huisseries, des parties anciennes qui datent de la maison en fin de compte, mais avec un confort moderne dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir vivre correctement. Voilà, donc on propose une expérience, une immersion, si vous voulez, dans le siècle de Louis XIV à travers cette chambre d'hôte, où les gens peuvent en même temps déambuler dans le musée, dans lequel ils ont accès en permanence, et en même temps pouvoir séjourner plusieurs nuits, une ou plusieurs nuits au sein même de la place forte de Mont-Dauphin. Et puis nous leur offrons bien sûr le petit déjeuner qui est servi à la française, c'est-à-dire avec toute la distinction que l'on devait autrefois aux officiers et militaires qui étaient en campagne chez l'habitant. Merci beaucoup Yann. Je vous en prie.